Alors on va commencer par une des plus vieilles mouches en croupion de canard, c'est la mouche de Valorbe ou bien le moustique du Jura. Une mouche relativement simple qui a été faite dans les années 1920. En fait, j'ai jamais trouvé quelle était la personne qui avait fait la première mouche en croupion de canard. La seule chose que j'ai trouvée dans mes recherches, c'est que c'est dans les années 1920 que les premières mouches en croupion de canard ont été fabriquées en petite série. Alors, donc, une queue faite à l'aide de coques, c'était assez habituel à l'époque. Par contre, à l'époque, on n'avait pas de matériaux synthétiques et on utilisait en fait le raffia pour faire le corps. Là, j'ai pris toute une portion comme ça, c'est beaucoup trop grand, il faut la diminuer un peu comme ça. Et puis, l'immobiliser à l'arrière, aller jusqu'à l'endroit où on va mettre le hacle, couper l'excédent, et puis l'enrouler autour. Faire attention à la pointe de l'hameçon, c'est un matériel relativement fragile. Voilà. Et puis ici, arrêter, quelques tours de soie pour immobiliser la soie, couper l'excédent. Alors la plume de canard était utilisée, je dirais, de façon classique, c'est-à-dire qu'on va l'enrouler comme un hacle, comme les mouches anglaises qui étaient connues à l'époque. Alors la seule peut-être différence, c'était d'avoir utilisé le canard à la place du hacle de coque classique. Alors on va faire quelques tours. Il y avait environ 3, 4, voire 5 enroulements. Pas plus. Voilà, je crois que je vais encore en rajouter un. Voilà. Et puis, finir. Couper l'excédent du rachis. Et finir par une petite tête et le nœud final. Voilà. Alors, mouche relativement simple. Alors, on voit tout de suite ici qu'on a des fibres qui sont distribuées tout autour de différentes longueurs. Alors pour mettre toutes les fibres à la même longueur, il y a une petite astuce qui consiste à mettre toutes les fibres vers l'avant, reprendre dans l'autre main et les couper toutes en une seule fois. Alors on va voir maintenant le résultat. Et notre mouche est parfaitement ronde. Les fibres ont toutes la même longueur. Si on avait dû faire ça à l'aide d'un ciseau, ce serait une pomme de terre mais jamais un cercle. Voilà, alors c'est relativement simple. Cette mouche, elle existe donc depuis très très longtemps. Elle n'a pas été très populaire, ou elle ne s'est pas répandue partout. À mon avis, pour une raison simple, c'est que comme il y a relativement peu de fibres de croupion de canard, lorsqu'on a pris un poisson, il est très difficile de la laver et de la faire sécher, je dirais, assez rapidement. En tout cas, elle a été très utilisée sur le long de la frontière, je dirais de Bâle à Genève. À Courfèvre, il y avait Maximilien Joset qui les a fait. Et puis à Valorbe, c'était Charles Bickel. Donc c'est la première mouche pour moi qui a été faite en croupion de canard. La deuxième étape technologique extrêmement importante qui a été faite avec l'utilisation du croupion de canard est survenue bien après, probablement dans les années 60, en utilisant la totalité de la plume pour créer non pas un substitut de hacle, mais une aile, on va dire de sedge, tournée vers l'arrière comme ça. Alors ça a donné le petit voilier en France. Moi, pour ma part, je l'ai connu sous le nom de F-Fly de Marianne Fratnik,
qui est un Slovène. Et les premières parutions de cette mouche ont été relatées dans les années 1980. Alors, l'idée est simple, 1, 2, voire 3 plumes superposées, alignées par la pointe, et puis ensuite présentées sur l'hameçon pour déterminer la longueur. Le corps a été fait au préalable par des enroulements de soie, donc c'est un corps relativement fluet. Puis immobiliser les plumes, 3-4 tours, et ensuite relever l'excédent pour immobiliser la soie, couper l'excédent et puis faire le nœud final. Alors cette mouche peut être utilisée comme sedge ou bien comme petit plécoptère. Elle va très bien par exemple pour ce que les Anglais utilisent et appellent needle fly, c'est-à-dire avec un corps très très fin. C'est une mouche qui est très rapide à faire et extrêmement efficace. Alors bien sûr, là on l'a montée sous forme de sedge, mais on peut très bien la monter avec une aile un peu plus verticale et dans ce cas-là, ce sera le petit voilier, donc imitation d'éphémère. Dans les années 1985, j'ai commencé à faire des mouches en croupion de canard et pour ne pas faire ce qui avait déjà été fait, j'ai eu l'idée d'utiliser la plume, donc les barbes et le quille pour faire le corps directement plutôt que de faire un dubbing. Alors ça présente de nombreux avantages. La plume de croupion de canard est très légère, donc ça n'alourdit pas la mouche et en plus, grâce à l'huile, elle flotte très très bien puisqu'elle est imperméabilisée. Donc, commencez par immobiliser la plume par la pointe et ensuite, en faisant des tours, en tordant la plume, puis en enroulant, on va créer le corps. Ce sera un corps relativement volumineux, ce qui est parfait, notamment pour imiter le sedge. Arrivé au niveau du thorax, on va immobiliser la plume, puis couper un peu ce qu'il y a dessus, ce qu'il y a dessous. Voilà. Et puis là, on va se servir uniquement des barbes, en arrachant les barbes du quille de cette façon-là. On obtient un toupet, coupe l'excédent devant et on va monter l'aile en une seule fois. 3-4 tours relativement serrés, quelques tours dessous, couper l'excédent et avec ce qui reste de la plume, faire un thorax, puis immobiliser la plume, couper de nouveau l'excédent et maintenant le nœud final. Alors c'est un montage qui est relativement simple et rapide. C'est une mouche qui flotte très bien et qui a les bonnes proportions pour imiter le sedge. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est d'ajuster la longueur, prendre toutes les fibres ensemble. Et voilà. Alors fort des bonnes expériences que j'ai faites avec ce montage avec le corps en croupion de canard sur le sedge, j'ai mis au point la technique pour les éphémères. Alors pour les cercles, rien de changé. Moi j'aime bien le pardo, donc une plume de coq.
Voilà, et pour le corps, une plume de croupion de canard. Et là, je vais utiliser en fait la conicité naturelle de la plume. Comme on le voit ici, c'est relativement plus mince, pour faire le corps conique de l'éphémère. Donc on est sur un hameçon à tige longue. Cette fois, voilà. Donc la pince à hacle spéciale pour le croupion de canard. Et ensuite, on commence par quelques tours, je dirais, sans trop torsader la plume. Et puis progressivement, en avançant, on torsade de plus en plus de façon à avoir un corps conique qui devient de plus en plus haut. Voilà, quand on arrive à la hauteur du thorax, on immobilise la plume, quelques tours de soie pour que rien ne se démonte. Et puis, on va raser les quelques barbules qu'on n'a pas pu inclure à l'aide d'un ciseau droit. Voilà. Ensuite, pour créer des ailes en V, eh bien, j'utilise une portion de floss qui va me servir de séparateur pour donner ces ailes parfaitement en V. Donc, on va le monter vers l'arrière et on va l'utiliser après avoir posé les ailes en une seule opération. Alors là, la technique, c'est de mettre les barbes perpendiculaires à la hampe de la plume, puis d'arracher les barbules successivement de cette façon-là. Cette opération paraît simple comme ça à regarder, mais elle n'est pas tout à fait évidente pour que les fibres restent à la même longueur. Voilà. Donc, l'ensemble du toupet monté en une fois. Quelques tours devant. Couper l'excédent. Et puis, à l'aide du reste de la plume, je vais m'en servir en fait pour dresser l'aile, passant une fois derrière, et puis une fois devant pour faire le thorax. Voilà. Quelques tours pour sécuriser. Et maintenant, on va séparer l'aile en deux à l'aide du floss, comme ceci. Il ne reste plus qu'à couper l'excédent de floss et faire le nœud final. Alors je fais toujours deux nœuds, un qui est, je dirais, moyennement serré et l'autre qui est beaucoup plus serré. Si le deuxième casse, il en reste toujours au moins un, comme ça, en place. Alors, l'éphémère n'a pas une aile qui a cette forme-là, donc il faut encore un peu jouer avec les ciseaux. La première chose, c'est bien sûr de couper les deux ailes à la même longueur. Et la deuxième chose, de créer la forme de l'aile en coupant un peu sur le bas de cette façon-là. Voilà, alors c'est une mouche qui est relativement simple. On a l'avantage avec le croupion de canard d'avoir un effet de segmentation, d'avoir que des éléments qui sont très légers. La forme de cette mouche est très intéressante parce qu'avec l'aile en V de cette façon-là, elle va toujours se poser comme on la voit maintenant sur l'eau. D'autre part, le fait d'avoir relativement peu de fibres de croupion de canard ici
permet un lancer sans aucun problème, c'est-à-dire sans vriller le batting. Les plumes vont venir se mettre le long du corps quand on lance, et à l'arrivée, ça va s'ouvrir de nouveau comme ça et assurer un posé tout à fait délicat. Donc c'est une mouche qui est, encore une fois, relativement rapidement faite et extrêmement efficace. Après avoir monté, je dirais, quelques milliers de mouches pendant une quinzaine d'années, j'ai trouvé que c'était relativement difficile que d'arracher les fibres. Alors j'ai mis au point une nouvelle technologie qui utilise le Magic Tool. Et je vais montrer comment on peut faire une de ces mouches, je dirais un petit peu plus simple. Donc une éphémère avec une aile simple, mais faite avec le Magic Tool. Alors là, bien sûr que les cercles restent identiques. La procédure pour le corps aussi, donc prendre la plume par le petit bout, de façon à créer un corps parfaitement conique. L'excédent ici, coupé. Et puis, maintenant je prends la plume, quelques tours sans tordre, et puis après, à chaque fois que je fais un tour, je tords un petit peu la torsade, un petit peu la plume pour créer un corps parfaitement conique. Voilà, ici on va stopper, le corps est fini. Quelques tours pour que la soie reste en place. Couper l'excédent. Et puis les barbules qu'on n'a pas pu inclure, les raser de cette façon-là. Voilà. Alors, l'astuce, vous vous souvenez, ici, on a arraché les plumes. Maintenant, on va faire autrement. On va mettre les barbes perpendiculaires de cette façon-là, enlever le début qui n'est pas très sympathique à travailler. On va recommencer la même opération sur une, voire deux autres plumes. Et au lieu d'arracher les fibres à la main, on va utiliser le Magic Tool. Alors, la petite plume en dessous, ou la plus petite des trois plumes, et ensuite l'une dans l'autre, dans la même courbure. En utilisant le Magic Tool, il y a différentes largeurs de table. Là, je vais utiliser celle-ci qui conviendra parfaitement à ces plumes. Et je vais donc introduire les plumes dans le Magic Tool qui a pour objet de regrouper toutes les fibres ensemble. Ensuite de quoi il ne restera plus qu'à couper l'excédent de chaque côté, puis à l'aide de la pince, reprendre toutes ces fibres. Et comme on le voit ici, les rachis sont d'une part parallèles, ensemble, et ils vont être donc faciles à couper à l'aide des grands ciseaux de cette façon-là. Voilà. Alors ici, j'ai aussi trouvé une autre astuce intéressante qui est de fendre la soie, qui permet d'alléger notamment les petits montages, puisqu'on n'a pas besoin de doubler à l'aide du dubbing loop, qu'on appelle couramment, pour y incorporer le dubbing. Donc ici, j'ai fendu la soie. Quelques petits tours dans les doigts avant de lancer le porte-bobine qui, lui, va assurer un maximum de tours dans cette partie-là, que je vais bien sûr renvoyer afin d'obtenir un parfait dubbing avec les fibres comme ça. Alors ici, si je continue à enrouler, je dirais de façon classique, je vais avoir plus ou moins un hacle genre palmaire, on va dire. Mais ce qui m'intéresse dans une mouche de mai, c'est bien sûr ce qu'on appelle mayfly, une éphémère, c'est d'avoir une aile dressée, c'est-à-dire plus de matériel vers le haut que vers le bas. Alors, j'invite à chaque fois les fibres à venir vers le haut avant de finir l'enroulement. Voilà.
J'aurai donc une majorité d'éléments qui vont rester vers le haut et donc très peu à couper en bas. Voilà, encore un petit peu. Et puis maintenant, on va pouvoir y faire le donc le whip finish. Puis encore un peu plus serré. Voilà. Couper la soie. Et ici, je vais couper un peu ce qu'il y a de trop quand même dessous. Garder une seule aile en haut. Ajuster la longueur. Et puis ajuster la forme. L'avantage du croupion de canard, à contrario du coq, c'est que je peux me permettre de le couper à n'importe quel endroit sans altérer ses performances. Comment dire, la fibre, on voit peut-être ici que la fibre est de section constante. D'ouvrir un magazine halieutique sans voir des mouches faites en croupion de canard. Il y a encore un autre point que j'aimerais montrer, c'est une solution que j'ai mis au point pour faire les mouches parachutes. Les mouches parachutes sont des mouches très importantes qui sont extrêmement efficaces et que l'on peut voir, je dirais, relativement loin. Alors, la technique de montage du corps, on l'a déjà vu. Je vais simplement inclure un tinsel qui va me permettre d'alourdir l'arrière de ma mouche de façon à ce que ça travaille un petit peu comme une émergente. Donc, pincer avec cette pince à spéciale croupion de canard et puis faire le corps torsadé avec l'entier de la plume. Toujours aider un petit peu les barbules pour en avoir le maximum qui soit incluse dans la torsade. Aller jusqu'à la zone du thorax. Voilà. Immobiliser la plume. Couper l'excédent. Raser les barbules. Et puis pour augmenter l'effet de segmentation, j'utilise le tinsel que j'ai mis au préalable. Et là, je vais suivre simplement les spires que j'ai créées en torsadant la plume, ce qui fait une segmentation parfaitement régulière. Voilà. Il nous reste cet espace pour faire notre parachute. Alors, comme j'ai dit, c'est assez compliqué de faire un parachute, je dirais, avec une méthode classique. Ceci est d'autant plus compliqué lorsqu'il s'agit d'utiliser du croupion de canard pour tout. Choisir une couleur relativement claire de façon à faire le pied du parachute. Donc le Magic Tool nous permet de récupérer les fibres des deux plumes en une seule opération. Voilà. Puis ensuite, pour faire le hacle à proprement dit, je vais utiliser 3 plumes, une on va dire foncée et puis 2 olives l'une sur l'autre. On va reprendre cette table, couper les extrémités et transférer sur la deuxième pince. Voilà, on va se débarrasser des rachis. Et on a maintenant nos deux éléments qui sont prêts, le clair et le foncé. Alors là, j'aplatis et je détorsade la soie de montage. Je la sépare en deux. On ne peut pas faire vraiment ça avec toutes les soies parce que de montage, parce que par exemple des soies qui seraient poissées ne permettraient pas cette ouverture. Ensuite, pour maintenir la boucle ouverte, je vais y laisser mes ciseaux, incorporer le premier élément qui va faire le pied du parachute. Puis ensuite, pour réouvrir la soie, j'utilise cette petite pince pour maintenir la soie fermée,
ce qui va me permettre de réouvrir sans que le matériel tombe et y incorporer le deuxième composant. Derrière. Et puis torsader le tout. Donc sortir une dizaine de centimètres de soie du porte-bobine et puis lancer le porte-bobine pour enregistrer un certain nombre de tours. Alors, juste en passant, les porte-bobines droits sont nettement plus appropriés à ce genre de travail que les porte-bobines coudées. Alors, transférer l'ensemble des spires. Voilà, puis maintenant je n'ai plus besoin de ma petite pincette, donc je la repose. Attention aussi une chose, c'est que si je lâche, tout va repartir en arrière. Donc, regardez bien ce que je fais, je rembobine en fait la soie de montage dans le porte-bobine, ce qui fait que ça ne se désenroule pas du tout. Alors là, c'est là le point un peu délicat. On a deux couleurs. On veut avoir la couleur claire comme pied du parachute. Donc on va de nouveau inviter les fibres à se dresser afin qu'elles ne soient pas en dessous. Et on va même aller derrière à chaque tour de façon à vraiment créer le toupet. Ici, il me reste encore un petit brin qui n'a pas de matériel. Je m'en sers en fait pour ligaturer le pied en position verticale. Comme ça, j'ai vraiment plus du tout de barbule en dessous. Et il me reste donc la couleur foncée pour faire le parachute en lui-même. Voilà, c'est-à-dire en faisant des 8 tout autour. Et l'avantage du croupion de canard à cet endroit-là, c'est que contrairement au coq, je peux carrément envoyer tout en arrière pour libérer l'œillet et me faciliter la tâche pour faire le nœud final. Voilà. Ici. Encore le deuxième nœud. Voilà. Alors maintenant, on va couper la soie. Alors l'avantage du croupion de canard, c'est qu'on peut le remettre en place facilement, ce qui va avoir pour but de libérer le pied et qui nous permettra de l'attraper pour le couper. Voilà. On va couper s'il y en a une ou deux qui sont passées dessous et puis ajuster à la longueur. Si une fibre est un petit peu trop longue, l'avantage aussi du croupion de canard, c'est qu'on peut tirer dessus, la casser sans endommager la mouche. Alors la vue côté poisson, c'est la partie donc grise en l'absence du toupet. Par contre pour nous, on verra très très bien le toupet rose dessus, même à grande distance. J'ai pris un hameçon relativement court, assez ouvert. C'est très bien pour équilibrer le poids de ce streamer. Là, vous tournez un petit peu l'hameçon de façon à pouvoir plus facilement faire passer le col du Magic Head sur l'œillet. Et puis ici, prendre la précaution de faire que quelques spires ouvertes, de pas trop serrées, de façon à ne pas blesser la partie souple du col. Et puis dès qu'on a mis quelques tours de protection avec la soie, on peut commencer à monter, je dirais, de façon un peu plus ferme. Pour tout ce qui bouge beaucoup, j'aime bien les matériaux souples, donc pas nécessairement du croupion de canard, mais du marabout, des belles longues fibres. Le dos des petits vairons est souvent foncé, donc je vais commencer par quelques fibres, pas beaucoup, noires, que je vais placer juste sur le dessus et qui vont se trouver à la fin de mon montage être le dos du poissonnet. Puis ensuite, je vais prendre quelque chose d'un peu plus olive foncée. Voilà, on va le placer juste un petit peu en retrait. Il faut bien équilibrer, s'assurer qu'il y ait, je dirais, de part et d'autre autant de matériel. C'est d'autant plus important que la mouche doit évoluer dans les 3 dimensions. Et donc, il faut faire très attention à ce que ce soit correctement équilibré.
Et puis un corps simple fait avec un petit peu de dubbing. Et là, je réutilise cette méthode qu'on a vue avec le Magic Tool, qui est de fendre la soie, de séparer la soie en deux, plutôt que d'utiliser de la poix pour maintenir les fibres. Donc, un petit peu tourner dans les doigts, une dizaine de centimètres sortis du porte-bobine, faire tourner le porte-bobine, transférer toutes les spires vers la zone. On a maintenant un dubbing qui est serré, dense. Pas oublier de rembobiner le porte-bobine de façon à ce que ça ne se déroule pas. Puis ici, une petite astuce qui n'est pas toujours marquée dans les livres, c'est que ces fibres de temps en temps viennent s'attraper dans le montage. Il suffit simplement d'humecter les doigts de façon à ce que les fibres restent en place devant. Alors on va faire le corps. Et puis on va garder quelques tours juste pour passer et faire la tête devant. Voilà. Et puis maintenant, il ne nous restera plus qu'à finir la mouche avec 2 nœuds. Voilà. Et casser le fil. Alors ici, d'expérience, je sais que la tête est un petit peu trop grande. Il y a 5 têtes différentes pour environ une trentaine de tailles d'hameçon. Donc je vais la recouper. Pour la recouper, rien de plus simple. Il faut prendre la tête, l'écraser entre les 2 doigts et puis en couper une petite tranche. Voilà. Donc ça fait vraiment une petite tranche qu'on dirait comme une rondelle d'oignon. Alors là, je vois que c'est la bonne proportion. Il reste encore une chose à faire, c'est que pour augmenter encore les vibrations d'une trentaine de pourcents, on peut faire une légère coupe en biais juste en dessous ici. Alors il est très important que la coupe soit faite du côté du pois. On verra sur la mouche qu'on va monter après, où on mettra les yeux au-dessus de la hampe. Il s'agira donc du cas inverse, c'est-à-dire qu'on la mettra en haut, la coupe, et non en bas. Voilà. Alors moi, ce que je propose, c'est d'essayer cette mouche dans l'eau. Bien souvent, quand on monte des mouches, on s'empresse de l'accrocher au bout d'un bas de ligne et puis de la lancer le plus loin possible. Une autre Magic Head, un tout petit peu plus petit en taille. Voilà. Donc même technique. Cette fois, j'ai utilisé un hameçon avec l'œillet en avant. Donc même technique. Quelques tours lâches. Puis on peut commencer à serrer un peu plus. Alors par contre, j'aimerais que cette mouche travaille à l'inverse, c'est-à-dire dans cette position-là. Un petit peu comme le Clouser Minnow de M. Bob Clouser, ce qui nous permettra de laisser tomber la mouche sur le fond de la rivière en cas de besoin et de faire des tirettes relativement courtes, alternées avec des pauses. Alors, pour que la mouche travaille dans l'eau de cette façon-là, on va mettre le poids cette fois au-dessus. Donc les yeux tournés de cette façon-là. Ce qui va provoquer la bascule, puisque si on imagine le bas de ligne ici, la majorité du poids de la mouche se trouve de ce côté-ci. Alors on va juste légèrement tourner l'hameçon dans ce sens-là, ce qui va me permettre de mettre quelques fibres à l'arrière. Voilà, à peu près de cette longueur-là. Couper l'excédent. Puis ensuite, on va de nouveau
remettre l'hameçon dans une position horizontale, bloquer la rotation et puis on va faire le devant, toujours avec ces fibres extrêmement mobiles de marabout. On va placer juste derrière. Raccourcir, il n'y a pas besoin nécessairement que ce soit très long. Ensuite couper. Et puis on va faire le corps avec un peu de dubbing. Voilà. Insérer directement quelques tours. Lancer le porte-bobine. Faire remonter les tours et on va finir le corps comme ça. Voilà. Donc l'arrière, devant, derrière les yeux et puis faire basculer le reste des fibres à l'arrière et faire la tête. Alors j'ai toujours l'habitude de faire 2 nœuds au nœud final. Le premier je le serre pas trop, le deuxième je le serre voire jusqu'à la rupture. Si le fil se casse, j'ai toujours en tout cas un nœud qui tient et sinon j'ai en tout cas le deuxième nœud qui est encore plus serré que le premier. Mais je vais jusqu'à la tension maximum du fil. Alors ici, qu'est-ce qui va nous rester à faire? La même chose que tout à l'heure, ça va être d'adapter la taille du Magic Head. Alors on peut se poser la question, comment est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce qu'on peut dire je vais couper telle longueur parce que j'ai utilisé telle longueur de fibre ou tel poids, etc. Non, je crois que c'est extrêmement empirique, il faut absolument faire l'essai dans l'eau pour se rendre compte de ce que ça fait. Alors par expérience, bien sûr, je vais déjà approcher en diminuant un petit peu, je pense que ça sera pas mal. Et puis alors, chose importante, à contrario de la précédente mouche, c'est dessus que je vais effectuer la coupe, c'est-à-dire du côté du poids.